Donc, bonjour, je suis Anne-Marie, je suis une interne en oncologie à Paris. Je viens de passer l'internat et je suis arrivée 54e et donc j'ai choisi comme spécialité l'oncologie. Je vais vous faire cette première conférence de D4 de cancérologie. Donc on va faire ensemble 4 dossiers qui sont assez longs, c'est des dossiers de 10 questions sur les cas de cancer les plus tombables aux ECN. Donc on va commencer tout de suite avec le dossier numéro 1. Donc vous recevez un patient, monsieur T de 60 ans, qui vient vous consulter pour une élévation du taux de PSA à 8 nanogrammes par ml. Donc la normale, c'est un taux de PSA inférieur à 4, qui a été découvert lors d'un bilan de dépistage fait par son médecin traitant. Donc c'est un patient qui est retraité de la fonction publique, qui a un tabagisme actif à 10 cigarettes par jour, qui ne consomme pas d'alcool. Donc dans ses antécédents, il a fait un infarctus du myocarde récent. Donc il est sous-cardégique. Donc il faudra probablement faire attention en cas de geste invasif. Il prend une statine et des AINS de façon occasionnelle pour une sciatique secondaire à une hernie discale. Il n'a pas d'antécédents familiaux et pas d'allergie. Donc question 1, une question de santé publique. Quels sont les cancers dont on peut proposer un dépistage dans le cadre d'un suivi standard en médecine générale? Donc c'était une question générale qui portait pas seulement chez les patients de sexe masculin. Donc il fallait évoquer les cancers de la femme aussi. Donc le premier cancer qui a un test de dépistage de masse, c'est le cancer colorectal, avec le test Hémoculte 2, qui est réalisé tous les 2 ans à partir de 50 ans chez les patients qui ont un risque moyen et qui sont asymptomatiques. Chez les patients qui ont un risque élevé de cancer colorectal ou qui ont des symptômes évocateurs, eux ne rentrent pas dans le cadre du dépistage. Deuxièmement, c'est le cancer du sein, donc par une mammographie bilatérale tous les 2 ans, donc chez la femme entre 50 et 74 ans, avec double incidence et double lecture. Ensuite, le cancer du col, donc, qui se fait par frottis cervico-vaginal à partir de 25 ans tous les 3 ans, avec les 2 premiers frottis séparés d'1 an. Et ensuite, il y a le cancer cutané, donc le mélanome, qui doit être dépisté par un examen clinique annuel chez tous les patients. Et enfin, le cancer de la prostate, donc lui, ne fait pas partie du dépistage de masse, mais du dépistage individuel par réalisation d'un toucher rectal plus dosage du PSA annuel chez l'homme de plus de 50 ans. Donc, hormis le dépistage du cancer de la prostate, les autres dépistages sont pris en charge à 100% et donc remboursés. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un test de dépistage? Donc, on reste dans le domaine de la santé publique. Donc un test de dépistage, c'est un test qui est sensible, c'est-à-dire le taux de sensibilité, c'est la probabilité d'avoir un test plus quand on est malade. Donc c'est un test qui a été validé par des essais, qui est reproductible et facile à réaliser, peu coûteux et qui est acceptable par la population. Donc il faut que ce soit un test qui soit non invasif et facile donc à réaliser. Et il faut qu'il existe un test de diagnostic, c'est-à-dire un test spécifique pour confirmer ce test de dépistage. La pathologie doit être fréquente ou un problème de santé publique. On doit pouvoir proposer un traitement de cette pathologie. Il faut aussi que le pronostic de cette maladie soit amélioré par le test de dépistage. Donc revenons à notre patient. À l'examen clinique, il est en bon état général. Il n'a pas perdu de poids, c'est un patient qui pèse 68 kg. Il se plaint d'aucun signe fonctionnel urinaire. Au toucher rectal, la prostate est homogène, légèrement augmentée de volume avec une disparition du sillon médian. Donc ce patient, il a probablement une hypertrophie bénigne de la prostate, mais on ne peut pas de nodule individualisé. Donc devant un taux de PSA supérieur à 4, on suspecte un cancer de la prostate à juste titre. Donc quel au singulier ou au pluriel, examen allez-vous réaliser pour faire le diagnostic de cancer de la prostate chez ce patient? Et on en détaillera les modalités pratiques. Donc, le premier examen réalisé devant un taux de PSA élevé, c'est donc des biopsies prostatiques qui vont être réalisées par voie transrectale éco-guidée. Donc chez ce patient, il fallait bien sûr pas oublier d'arrêter l'aspirine parce qu'il était sous-cardégique pour son IDM récent. Donc l'aspirine s'arrête environ 7 jours avant le geste. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire un ECBU qui doit être négatif 48 heures avant le geste. Et de toute façon, on couvrira le geste par une antibioprophylaxie par fluoroquinolone systématiquement.
Le patient en plus n'avait pas d'allergie, donc a priori pas d'allergie médicamenteuse au fluoroquinolone. Il faut faire des biopsies multiples, toujours des 2 lobes, et on demande à l'urologue de faire une cartographie des biopsies. Toutes les biopsies sont donc bien sûr envoyées en anapac pour une analyse histologique. Et ce qui est important dans le cancer de la prostate, c'est la détermination du score de Gleason. Donc les principales complications que risque le patient de ces biopsies prostatiques, c'est les complications hémorragiques, donc avec les rectorragies, l'urétroragie et la spermorragie, et les complications infectieuses. Donc d'où l'antibioprophylaxie par les fluoroquinolones. Donc, grâce aux biopsies, on pose le diagnostic d'adénocarcinome prostatique de bon pronostic. Donc, quel traitement on va lui proposer? Donc là, on a un cancer de la prostate de bon pronostic. Si on nous avait demandé quel était le bilan d'extension qu'on allait réaliser, a priori, il aurait fallu répondre aucun, parce que le taux de PSA est inférieur à 10. S'il est de bon pronostic, c'est que le score de Gleason est inférieur à 7. Et a priori, le patient n'avait aucun symptôme évocateur de métastase, donc il n'y avait pas d'indication à réaliser ni de scintillations, ni de bilan d'extension. Le seul examen complémentaire qui peut se discuter, c'est l'IRM de la prostate pour faire le bilan local. Donc là, on a un cancer de bon pronostic, donc toujours en cancérologie, il faut dire si notre traitement il va être palliatif ou curatif. Donc là, a priori, un cancer localisé, c'est un traitement qui va être curatif, qui sera décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il ne faudra pas oublier de faire la consultation d'annonce. Et dans le cancer de la prostate, c'est dit dans les recommandations de l'HAS, il faut inclure le patient dans la décision thérapeutique. Donc on va, au cours de la consultation d'annonce, lui présenter les différents traitements et leurs complications. Et ce sera à lui de décider le traitement qu'il préfère. Donc le premier traitement qu'on peut lui proposer, c'est le traitement chirurgical. Donc, c'est la prostatectomie radicale précédée du curage avec un envoi en extemporané du curage ilio-obturateur parce que si les ganglions sont atteints, on annule la prostatectomie. Ça, c'est quand même peu probable chez ce patient de bon pronostic. Voilà, donc pour le traitement chirurgical. Le deuxième traitement qu'on peut proposer, c'est la radiothérapie externe ou la curithérapie exclusive. Et enfin, la surveillance active avec TR et PSA rapprochés qu'on ne proposera pas à ce patient, a priori parce qu'il a une expérience de vie supérieure à 10 ans et on préférera plutôt un traitement actif. Enfin, les autres grandes lignes des traitements en oncologie qui sont valables donc, pour tous les cancers, c'est le soutien psy, la prise en charge à 100% au titre de l'ALD et la surveillance à vie. Donc la surveillance qui se fait par examen clinique avec un toucher rectal tous les 3 à 6 mois et le dosage donc des PSA tous les 3 à 6 mois aussi. Après chirurgie, le PSA il est négatif à 3 mois. Donc là, je vous ai rappelé un petit peu ce que c'était qu'un cancer dans les différents traitements du cancer de la prostate au stade localisé. Donc, stade localisé, le pronostic est bon, c'est-à-dire quand le PSA est inférieur à 10, le Gleason strictement inférieur à 7 et le stade TNM soit T1, soit T2A. Donc ça, c'était le cas de ce patient. Donc on pouvait lui proposer donc, soit la chirurgie, la radiothérapie, la curithérapie ou la surveillance active. Surveillance active, c'est principalement donc, pour les patients qui ont une espérance de vie inférieure à 10 ans. Après, au stade intermédiaire, de pronostic intermédiaire, donc c'est les patients qui ont un PSA un peu plus élevé, un Gleason inférieur ou égal à 7. Donc chez ces patients-là, il faut discuter d'une hormonothérapie en RCP après le traitement radical. Et les patients qui ont un pronostic mauvais, c'est-à-dire un PSA élevé, un Gleason supérieur à 7 ou DT3, donc ça c'est des patients qui sont à haut risque d'avoir des localisations métastatiques ou micrométastatiques de leur cancer. Et donc ces patients, c'est l'hormonothérapie, il n'y a pas d'indication de traitement chirurgical. Donc il revient vous voir 10 ans plus tard pour des douleurs rachidiennes lombaires basses qui irradient dans les membres inférieurs depuis une semaine, qui ne sont pas calmées par la prise d'AINS habituelle. Donc c'était un patient qui avait un antécédent de lombalgie par hernie discale. Et la douleur, elle devient insomniante. Donc il est inquiet. Depuis 3 jours, il commence à avoir des troubles de la marche et il se plaint d'une dysurie depuis 48 heures.
Au niveau biologique, il a une NFS qui est normale, une créate à 60, donc a priori normale, et il a une hypercalcémie parce que la calcémie est supérieure à 2,6. L'albumine est normale. Donc c'est bon pour calculer la calcémie corrigée. Donc là, on a un patient qui revient avec un tableau de lombalgie lombaire inflammatoire, avec un tableau de sciatalgie bilatérale et des signes neurologiques. Donc, que suspectez-vous justifier? Donc, on suspecte fortement des métastases osseuses rachidiennes de son cancer de la prostate. Donc, comme on a dit, c'est des douleurs d'horaire inflammatoires parce qu'elles réveillent la nuit, elles sont insomniantes et elles sont résistantes à un traitement antalgique habituel par AINS. Ensuite, ce patient il présente probablement un syndrome de la queue de cheval parce qu'il a un déficit moteur des membres inférieurs, donc qui est bilatéral, des sciatalgies bilatérales, et il présente des troubles sphinctériens avec une dysurie. Il ne faut pas oublier aussi de dire que ces métastases osseuses, elles sont aussi compliquées d'une hypercalcémie. Donc question 6, il faut compléter donc notre examen clinique. Donc déjà, on va rechercher d'autres signes du syndrome de la queue de cheval. Donc on va refaire un toucher rectal pour rechercher l'hypotonie du sphincter anal, une anesthésie en selle. On va quantifier le déficit moteur chez ce patient on va réaliser un testing moteur. Et enfin, il faut éliminer le diagnostic différentiel du syndrome de la queue de cheval, qui est la compression médulaire. Le patient il peut avoir des métastases rachidiennes qui peuvent être plus haut situées et qui seront donc responsables d'une compression médulaire. Et dans le cas de la compression médulaire, il y a un signe de Babinski qu'il n'y a pas dans le syndrome de la queue de cheval. Et les réflexes sont plutôt vifs en cas de compression médulaire et il y a plutôt une aréflexie dans le cas du syndrome de la queue de cheval. Ensuite, comme on suspecte une récidive du cancer, de son cancer de la prostate, on va rechercher déjà est-ce qu'il n'y a pas une récidive locale, toujours, on va refaire le TR à la recherche de la palpation d'un nodule. Ensuite, on va rechercher une récidive loco-régionale avec la recherche des adénopathies. Donc, cancer de la prostate, on va rechercher des adénopathies au niveau iliaque et au niveau du ganglion de Troisier. Et enfin, rechercher une récidive à distance avec rechercher d'autres sites métastatiques. Donc, on va rechercher une hépatomégalie, des signes en faveur d'une atteinte respiratoire et puis d'autres localisations osseuses de la maladie. Enfin, donc, ce patient, il avait une hypercalcémie. Donc, on va rechercher des signes cliniques en faveur d'une hypercalcémie symptomatique. Donc on va chercher une constipation, un syndrome confusionnel, une déshydratation, aussi le syndrome polyuropolydipsique qui se voit dans le cas d'hypercalcémie. Et on pourra réaliser bien sûr un ECG à la recherche de signes électrocardiographiques d'hypercalcémie. Donc chez ce patient, on a réalisé de façon un peu systématique devant un tableau de syndrome de la queue de cheval une IRM. Donc on vous donne ici. Donc là, on a une IRM du rachis lombaire en coupe sagittale. Donc là, on a une séquence T1 ici. En effet, on voit que le LCR il est noir. Là, on a une séquence T2 parce que le LCR il est blanc. Et ça, c'est un T1 plus GADO. On voit la prise de contraste et le LCR qui est noir. Donc ce qu'on peut voir sur cette IRM, c'est qu'il y a des localisations métastatiques multiples. On voit toutes les vertèbres, elles sont atteintes par la maladie en fait. Donc il y a des métastases dans toutes les vertèbres qui sont en hyposignal T1, en hyposignal T2 et il y a une prise de contraste. Et on voit au niveau de L3 ici qu'il y a un recul du mur postérieur et donc c'est probablement là la localisation qui est responsable du syndrome de la queue de cheval. Donc pour compter les vertèbres, on a toujours, là c'est le sacrum, donc on a toujours L5 ici, L4, et donc là c'est L3. Donc c'est donc bien un IRM du rachis lombaire dans les trois séquences. On voit donc une atteinte multiple de toutes les vertèbres thoraciques et lombaires. Donc il y a des tassements vertébraux qui ont l'air donc secondaires parce que l'aspect il est irrégulier. Donc on voit bien ici, hein, les tassements ne sont pas du tout réguliers.
hein, comme ça pourrait se voir en cas de tassement d'origine ostéoporotique. Donc l'aspect des vertèbres, elles sont hétérogènes, c'est asymétrique. Et donc comme on a vu en L3, le recul du mur postérieur, ici, ici. Avec donc compression des racines de la queue de cheval. Donc les métastases osseuses, hein, c'est hyposignal T1, hypersignal T2 et une prise de contraste gadolinium. Et donc toujours quand on analyse un examen, on conclut. Donc c'est un IRM qui est évocatrice de métastases osseuses rachidiennes multiples avec compression de la queue de cheval en L3. Donc, quelle va être votre prise en charge thérapeutique en urgence? Donc, au niveau de notre prise en charge, ce patient, on va l'hospitaliser en urgence. Au niveau de la mise en condition, on va le mettre en repos strict au lit, avec immobilisation pour pas qu'il aggrave son syndrome de la queue de cheval ou qu'il fasse une compression médulaire. On va lui mettre une voie veineuse périphérique pour passer les traitements. Et la sonde urinaire, c'est un patient qui est en dysurie, donc qui peut très rapidement se mettre en globe. Donc les différents axes de notre traitement. Donc en premier, on va faire le traitement médical des métastases osseuses. Donc on va faire la corticothérapie IV à forte dose, donc, qui va permettre de diminuer l'œdème, d'avoir une action antalgique sur ces métastases. Donc il ne faudra pas oublier les mesures associées à la corticothérapie, la supplémentation en potassium, le régime sans sel. Par contre, il ne faut pas supplémenter en calcium, étant donné que c'est un patient qui est en hypercalcémie. Donc, pas de calcium. Ensuite, on va mettre en place un traitement antalgique après évaluation de l'EVA et un palier adapté à l'EVA. Donc, on va commencer par un palier 1 du paracétamol 1 g x 4. Donc, ça suffira probablement pas. Le palier 2, le tramadol à 50 mg x 4 par jour. Et enfin, en cas d'échec, on passera à de la morphine en titration. Ensuite, pour traiter médicalement les métastases osseuses, il y a aussi les biphosphonates IV, qu'on va revoir juste après. Donc, dans le traitement, après avoir traité médicalement les métastases osseuses, on va traiter son hypercalcémie. Donc, pas oublier, si on ne l'a pas mis à la question d'avant, de réaliser un ECG pour éliminer des troubles du rythme cardiaque. Donc, le traitement de l'hypercalcémie, c'est l'hyperhydratation. Donc, c'est 3 à 6 litres de sérum Phi à passer pendant les 24 premières heures. Et ensuite, les biphosphonates IV. Donc, il n'y a que les biphosphonates IV qui ont la MM dans le traitement de l'hypercalcémie. Donc, par exemple, l'acide zolédronique. En plus, ce patient, il avait une fonction rénale normale, donc il n'y avait pas à hésiter pour les mettre. Donc, en plus, ça traite 1, les métastases osseuses et 2, l'hypercalcémie. Ensuite, on fera un traitement symptomatique, donc si le patient est confus, si le patient est constipé. Voilà. Troisièmement, il faut faire le traitement spécifique du syndrome de la queue de cheval. Donc là, il faut décider avec les neurochirurgiens et les oncologues. Donc, soit on va faire une radiothérapie, qui est plutôt conseillée sur les lésions qui sont stables. Donc, la radiothérapie, elle va avoir une visée antalgique, elle va avoir une action antalgique, une action de consolidation du rachis et décompressive, sachant que l'action de consolidation, elle ne se voit pas tout de suite. Ça met 1 à 2 mois le remodelage osseux après radiothérapie. Donc, c'est-à-dire que si on fait ça, votre patient, pendant 1 à 2 mois, il doit rester en repos strict au lit. Et l'autre traitement possible, c'est donc la chirurgie de décompression, soit par cimentoplastie, soit par laminectomie. Donc ça, c'est plutôt ce qui est conseillé en cas de lésion instable, mais l'indication, elle sera toujours posée par les neurochirurgiens. Et enfin, il ne faut pas oublier la surveillance par un examen neurologique quotidien, la douleur. Pas oublier de rechercher un globe et paraclinique avec le CG, l'iono et la calcémie. Voilà, donc là on vient voir les 3 grands axes de la prise en charge de syndrome de la queue de cheval par métastase osseuse, qui sont 1, le traitement symptomatique de la douleur, 2, le traitement de l'hypercalcémie, et 3, le traitement du syndrome de la queue de cheval. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sa pathologie de fond? Donc c'est un traitement qui va être plus cette fois qui est plus à visée curative, mais à visée palliative. On n'arrivera pas à guérir ce patient de ses métastases. Donc, on va faire encore une RCP pour décider du traitement. Donc, premièrement, dans le cadre du cancer de la prostate métastatique, on va proposer un traitement hormonal par blocage androgénique complet. Donc, on va donner des analogues de la LHRH. Donc, ça se fait par injection intramusculaire. Le petit nom, c'est le décapeptyle.
il ne faut pas oublier, quand on met un traitement par analogue de la RHRH le premier mois, de mettre des anti-androgènes périphériques pour éviter l'effet flare-up. Et on dosera la testostéronémie pour surveiller l'observance de notre patient. Donc, un patient qui évolue sous hormonothérapie, on lui dose la testostéronémie. Si elle est effondrée, c'est qu'il est observant et donc c'est qu'il y a un échappement hormonal. Si la testostéronémie est élevée, c'est que le patient ne prend pas son blocage, ne prend pas son traitement hormonal. Donc l'alternative au traitement hormonal, c'est la castration chirurgicale avec pulpectomie, mais qui est moins proposée quand même. Donc le deuxième traitement du cancer de la prostate métastatique, c'est la chimiothérapie. Donc on proposera chez un patient qui est en échappement hormonal. Donc les chimiothérapies qu'on utilise en première ligne, c'est les taxanes, donc le Taxol ou le Taxotere. Donc, les mesures associées à ce traitement, c'est donc les biphosphonates systématiques. Donc là, ce patient, c'était la question d'avant qu'on les avait données, mais le cancer de la prostate métastatique, ne pas oublier les biphosphonates. La prise en charge de la douleur et le soutien psy. Pas oublier la surveillance aussi. Donc voilà. Donc finalement, votre patient, vous le soulagez avec 20 mg de morphine IV et il va être transféré en soins de suite. Donc il va falloir faire un relais PER-OS, donc thérapeutique antalgique, les doses de morphine sont à connaître. Donc on va détailler la prescription de la morphine. Donc toujours quand on vous demande de rédiger une prescription, il faut mettre le nom du patient, l'identité du prescripteur, daté et signé. Donc la prescription de morphine, ça se fait toujours sur des ordonnances sécurisées. Donc le patient, il avait 20 mg de morphine IV, ce qui correspond à 60 mg de morphine PER-OS par jour. Donc on va lui donner un équivalent de morphine LP, donc par exemple le Skenan, donc c'est 30 mg x 2 par jour. Quand on donne un traitement par morphine LP, on associe toujours des interdoses de morphine à libération immédiate. Donc en gros, les interdoses, c'est 1/6 de la dose journalière. Donc chez ce patient, ce sera 10 mg par prise. Et il a le droit de les prendre toutes les 4 heures si douleur. Donc l'ordonnance, elle doit être écrite en toutes lettres. Et la durée, elle est limitée à 28 jours. Quand on fait une ordonnance de morphine, on n'oublie pas toujours de donner les coantalgiques. Donc les paliers 1, c'est le paracétamol. Ou d'autres traitements coantalgiques comme les AINS, les corticoïdes, les traitements à visite digestive comme le Spasfon, des choses comme ça. Et pas oublier la prévention systématique des complications liées aux morphiniques. Donc toujours les laxatifs et les antiémétiques. Donc quand on fait une prescription d'antalgique, il ne faut pas oublier la réévaluation systématique régulière de la douleur. Donc pour ce qui est des équivalences de morphine, pour passer de IV à PER-OS, on a vu que c'était x3. Si on veut passer de IV à sous-cutané, c'est x2. Les interdoses, toujours 1/10 de la dose quotidienne et c'est max 6 par jour. Enfin, ce qu'il faut connaître rapidement, c'est la rotation des opioïdes. C'est-à-dire qu'un patient qui a de la morphine à 60 mg et qui ne tolère pas, on peut passer à de l'oxycodone. Donc c'est un autre dérivé de la morphine. Et là, la dose, c'est 2/3. Donc 60 mg de morphine correspond à 40 mg d'oxycodone. Et dernière morphine qui existe, c'est le fentanyl en patch transdermique, donc le durogésique. Et un patch de 25 correspond à 60 mg de morphine. Voilà pour le cancer de la prostate.